Actualité TVCO, édition du 11 septembre. Aux actualités TVCO cette semaine, on va d'abord parler de la MRC de Charlevoix qui vient de se doter d'un plan d'action pour la mise en valeur et le développement du secteur fluvial. On va en parler avec Annabelle Tremblay, qui est conseillère au développement économique à la MRC de Charlevoix. Le 22 septembre prochain, l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul tiendra son assemblée générale annuelle. Et nous avons profité de l'occasion pour faire le point sur la saison estivale avec sa présidente, Léa Proulx. Plusieurs rumeurs circulent à l'effet que Charlevoix ferait actuellement l'objet d'un gros boom immobilier. Alors, on a voulu en savoir plus long puis creuser un peu la question. On accueille donc Jean Dubuc, agent immobilier. Il va venir nous confirmer qu'effectivement, du côté de l'immobilier, la région de Charlevoix vit actuellement un essor sans précédent. Par ailleurs, on s'est posé la question, comment on fait pour pratiquer le judo en cette période de distanciation physique? Bien, on a rencontré Mme Diane Amiotte du club Sakura. On l'a rencontrée dans son dojo, puis on lui a posé la question. Alors, on va vous expliquer ça en sa compagnie dans quelques minutes. Et enfin, comme à l'accoutumée, je vais accueillir Maxime Jaudoin. On va bien sûr parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Nous apprenions cette semaine que la MRC de Charlevoix vient d'adopter des budgets pour la réalisation d'un plan d'action pour la mise en valeur et le développement du secteur fluvial dans le secteur de la MRC. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'accueille Annabelle Tremblay, qui est conseillère en développement économique à la MRC de Charlevoix. Annabelle Tremblay, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dirai tout de suite, je vous poserai tout de suite la question. Ça vient de où cette idée de se donner un plan d'action pour la mise en valeur de tout le secteur fluvial de notre MRC? En fait, à la base, il y a une étude qui avait été réalisée quand le CLD existait encore, là, avant 2015, pour développer un parc nautique sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Il y avait un comité local. OK? Oui, exactement. Donc, un comité local avait été mis en place, même une étude avait été réalisée là, pour voir le potentiel de développement et de mise en place d'un tel projet sur notre territoire. Dites-moi, Mme Tremblay, juste avant d'aller plus loin, cette étude-là portait sur notre potentiel touristique spécifiquement ou c'était sur le potentiel de l'ensemble du secteur fluvial? En fait, c'était le potentiel de développement du secteur fluvial. Il y avait des zones qui avaient été ciblées de développement avec des actions aussi. Donc, ce n'est pas que touristique. Ce n'est pas que touristique, OK. Mais c'est certain que c'était beaucoup en développement, dont le tourisme là, faisait partie quand même là, de développement. Mais c'était de la mise en valeur, encore une fois, là, du territoire. Et l'objectif était de créer un parc pour le développement, là, puis pour vraiment encadrer le développement de ce territoire-là. Et suite à ça, il y a eu une première rencontre avec de nombreux intervenants en octobre dernier. Exactement. Mais en fait, en 2015, bon, c'est ce qui est arrivé avec le CLD. Le plan d'action a été repris par la MRC. On a regardé les actions qui découlaient de tout ça. Et il y a un comité qui a été mis en place avec les quatre maires riverains. Et il y a quelques actions qui ont été soutenues parce que nous, on s'était dit, bien, s'il y a un plan, donc s'il y a des actions, ça prend un petit peu de sous là, pour accompagner les actions. Oui. De fil en aiguille, les maires ont dit que ça serait intéressant de faire une rencontre puis d'asseoir des intervenants autour de la table pour justement se doter d'actions, de prioriser des actions. Oui. Donc oui, effectivement, le 22 octobre dernier, donc ça fait pratiquement un an, une cinquantaine d'intervenants là, se sont rassemblés en fait à notre invitation au Musée maritime de Charlevoix. Oui. Des gens de tout acabit, là, des gens d'organismes universitaires, des entreprises, des élus. Donc, ces gens-là se sont regroupés. On avait 4 thèmes et on a trouvé, en fait, l'objectif, c'était de trouver des actions, de brasser des idées, puis de nous donner, en fait, de la nourriture pour pouvoir créer éventuellement le plan d'action qu'on a déposé cette semaine. Alors, il y a donc des éléments très concrets qui ont été mentionnés dans cette réunion du mois d'octobre dernier. Mais juste avant d'aller plus loin, on parle de 4 municipalités. On parle de Petite-Rivière-Saint-François, de Baie-Saint-Paul, les Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive. Et l'île aux Coudres. L'île aux Coudres, OK. Oui, exactement. Donc, vous avez réuni une cinquantaine d'intervenants. On s'est mis à faire des propositions. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, comme proposition concrète pour ce genre de développement dans notre MRC? Directement là, dans le plan d'action qui est en ligne d'ailleurs sur le site Internet de la MRC, donc les gens peuvent aller le consulter. Okay. En fait,
il y a plusieurs actions qui en sont sorties, plus d'une cinquantaine d'actions qui sont sorties de tout ça. Nous, ce qu'on a fait ensuite, on a fait une action de priorisation avec le conseil, en fait, les maires riverains, la MRC, pour prioriser aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la même année ou en dedans de 5 ans. C'est quelque chose qui est toujours difficile. Donc, on a priorisé. Donc, ceux qui ont été priorisés à court et moyen terme, on en a 43 actions, en fait, qui ont sorti. Donc, on a quand même plusieurs choses qui ont été priorisées. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Oui, c'est ça. J'aimerais avoir des exemples concrets. Bien, mettre en valeur les accès publics au fleuve. D'avoir, par exemple, un projet d'aménagement concerté pour les différents quais de notre territoire. D'accord. Soutenir les projets qui sont déjà en cours, hein, parce que c'est sûr que la MRC ne portera pas tous les projets de ce plan-là. L'idée, c'est de susciter des projets, de favoriser, puis aussi de les soutenir, puis d'être là aussi comme un facilitateur dans ces projets-là. Donc, le pavillon du Saint-Laurent, par exemple, à Baie-Saint-Paul, qui est déjà un projet en cours. Les traverseux à l'île-aux-Coudes qui font la mise en valeur du fleuve par les sorties touristiques en canot à glace. Le musée maritime avec ses projets, bon, le parc des navigateurs, mais les projets aussi, par exemple, la Saint-André, quand ils ont fait tout le parc, l'animation multimédia à l'intérieur de la Saint-André, bien, nous, on a aidé financièrement avec ce fonds-là du parc, en fait, de mise en valeur du fleuve. La halte du Pilier à l'île-aux-Coudres. Donc, c'est du développement dans ce projet-là. Est-ce qu'il a été question dans tous ces projets-là, on entend parler de plus en plus de la fameuse piste cyclable multifonctionnelle qu'on pourrait avoir le long du fleuve. Est-ce que ça fait partie? Oui, on en a entendu parler. Est-ce que ça fait partie des choses qui sont sorties, ça? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas passer à côté de ce méga projet-là qu'on entend parler depuis des années, qui serait quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant là, pour mettre en valeur le fleuve, pour avoir un accès au fleuve. Ouais. L'idée, c'est de voir comment on peut le faire cohabiter là, avec Réseau Charlevoix, avec le train, comment on peut amalgamer ce projet-là là, à travers notre développement aussi. Mais je vous dirais que ce n'est pas nécessairement un projet qui a été priorisé à court terme. Hein. C'est un projet à grande ampleur. D'accord. Beaucoup de sous, qui va demander beaucoup d'énergie, mais quand même, oui, ça ressortit dans les commentaires des gens qui étaient autour des tables. Maintenant, qu'est-ce que l'octroi de cette semaine? Là, il y a des sous qui ont été votés là-dessus. Qu'est-ce que cette étude ou la réalisation du plan d'action, quelle étape ça vous permet de franchir? Ben, en fait, nous, ça nous permet de dire, si j'ai un projet qui est déposé à la MRC, est-ce qu'il est priorisé ou pas? Est-ce qu'il fait partie des choses que moi, je peux mettre de l'avant? C'est pas seulement avec mon fonds mise en valeur du fleuve de 25 000. Par exemple, si j'ai un projet d'investissement qui est déposé au SDLE pour un démarrage d'entreprise et que ce projet-là met en valeur le fleuve, bien, je peux très bien dire, voici, il cadre parfaitement avec notre plan d'action de mise en valeur du fleuve. Donc, oui, il fait partie de cette enveloppe-là de 25 000, qui n'est pas une grosse enveloppe, là, on va se le dire, mais ça devient quand même des actions qui sont priorisées pour le développement futur de la MRC. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Si vous le savez, on a mis en place notre stratégie socio-économique là, en 2019. Bien, dans cette stratégie-là, on a la mise en valeur du fleuve à l'intérieur de ce plan-là. Donc, le plan qu'on vient de déposer fait partie aussi de notre stratégie, dans le sens que ce sont des actions qu'on pourra mettre en place qui vont nous guider aussi dans notre réalisation de projets ou d'investissements ou d'implications. Bien, je vous souhaite donc de nombreux projets dans le cadre de votre plan d'action pour la mise en valeur, bien sûr, et le développement de notre secteur fluvial. Annabelle Tremblay, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Et s'il y a des gens qui ont des questions, on peut bien évidemment référer à notre MRC et puis on pourra voir avec vous de quelle façon est-ce que les actions peuvent s'inscrire dans ce nouveau plan d'action que vous venez d'adopter. Oui. Bien, Annabelle Tremblay, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. J'accueille Léa Proulx, la présidente de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, elle-même commerçante. Léa Proulx, comment a été votre été? Bonjour Martin. Bonjour, oui. Oui, bonjour. Écoute, on a fait un super de bel été. C'était un été inespéré, comme on pourrait dire. Puis il y a eu toutes sortes d'initiatives pendant cet été. On a commencé avec le Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. Exactement. On a lancé, dans le fond, une campagne de financement pour nos commerçants. Oui. Et puis, ça a été un réel succès. On est vraiment contents et fiers de cette initiative. Rappelez-nous comment ça fonctionnait, le Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. Bien, en fait, on a eu des partenaires qu'on est allé ramasser des sous pour bonifier, dans le fond, nos offres. Donc, on a vendu des certificats cadeaux qui étaient bonifiés par nos partenaires. Et vous avez, je crois, doublé votre objectif en début de saison. Exactement. On a doublé notre objectif. On a atteint le 200 donc presque 90 000 d'amassés.
Et puis, Desjardins remettait 25 000 à des organismes communautaires de la région. Et ça, c'était au mois de mai et ça inaugurait bien la saison parce que par la suite, il y a eu des discussions et on a fait Saint-Jean-Baptiste rue piétonne. Comment ça s'est passé, ce projet-là, cet été? Bien, Saint-Jean-Baptiste rue piétonne, ça a été un beau projet aussi au niveau de nos commerçants de la rue et des touristes qui peuvent déambuler librement. Et ça, c'était le vendredi soir et le samedi toute la journée? Exactement. Vendredi soir et samedi toute la journée. Est-ce que vous avez eu des plaintes des gens qui ne pouvaient pas se rendre sur la rue puis qu'il y avait des bouchons de circulation? Il y avait toutes sortes de craintes là, avant de mettre ça en place, une rue piétonne sur Saint-Jean-Baptiste. Au niveau logistique, ça s'est passé comment? Quels sont les commentaires que vous avez eus? C'est certain qu'il y a dû avoir des commentaires un peu négatifs, mais nous, à l'association, on n'a pas reçu rien de négatif. Ça a été vraiment... Et vos membres sont heureux? Nos membres sont très contents, oui, exactement. Est-ce qu'on pouvait s'attendre d'avoir une telle saison il y a déjà quelques mois? Parce qu'il faut le dire, on est presque chanceux dans Charlevoix d'avoir pu bénéficier cette année de la manne des touristes. C'est nous qui l'avons eu, en tout cas, d'autres régions aussi, mais on en a eu beaucoup. On peut dire qu'on est une région qui est privilégiée, puis on est très chanceux de pouvoir vivre ici, puis d'en profiter. Présentement, l'Association des gens d'affaires se prépare à tenir son assemblée générale annuelle. Je sais que pour les projets que la Ville a mis de l'avant, puis tout ça, vous êtes régulièrement consultés. Vous êtes un partenaire du développement économique chez nous. Donc, vous allez en assemblée générale et je pense que vous pouvez ouvrir, là, il y a des gens qui pourraient venir et participer aux efforts de l'association. Il y a possibilité de participer aux élections. Exactement. On a 5 postes vacants qui vont être disponibles à l'assemblée générale. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer, bien, vous êtes les bienvenus. Ça se déroule comment et quand, cette assemblée générale? Ça va être une assemblée virtuelle. Donc, on va envoyer un lien à tous nos membres par courriel. Oui. Puis, ça va être disponible aussi sur notre page Facebook. Et c'est prévu pour le? 22 septembre. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année avec les succès que vous avez eus cet été. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Au plaisir. Bye bye. Plusieurs intervenants nous ont rappelé dans le courant des dernières semaines que le marché immobilier de Charlevoix chauffe beaucoup. Il y a beaucoup de demandes pour notre région. Alors, on s'est dit, pour en savoir plus long, on va en discuter avec quelqu'un qui travaille dans le domaine. On accueille donc Jean Dubuc. Bonjour, Jean Dubuc. Bonjour, M. Ouellet. Vous êtes agent immobilier aux immeubles Charlevoix. C'est bien ça. On aimerait savoir, est-ce que c'est vrai ou c'est des rumeurs que la région de Charlevoix est en demande? Ce que vous lisez dans les journaux, autant dans les villes que dans les régions, il y a quand même beaucoup d'activités dans l'immobilier, mais Charlevoix est vraiment prisé par beaucoup de gens de l'extérieur. Même des gens d'ici qui sont partis à l'extérieur reviennent dans la région pour acheter de l'immobilier. Est-ce que c'est une question de génération ou c'est une question de pandémie, vous pensez? Qu'est-ce qui joue là, présentement dans le fait qu'on soit si populaire au niveau immobilier? Bien, il y avait déjà une tendance lourde pour des gens des villes qui voulaient sortir de tout âge. Des trentenaires, des gens plus âgés, près de la retraite, des retraités. Des retraités moins, mais là, on en a des retraités qui reviennent dans la région. Et la pandémie a sûrement une grosse incidence par rapport à ça, c'est sûr. Depuis que la région a été réouverte fin mai ou mi-mai, on a vu une affluence de demandes et pas juste une affluence, pas juste des demandes, ce sont des transactions qui se produisent présentement. Beaucoup. Donc, vous me confirmez que la région vit présentement un boom immobilier, mais dans les clients que vous rencontrez, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce que les gens disent pour... On veut s'en venir dans Charlevoix, d'accord, mais est-ce qu'il y a c'est quoi les raisons, là, qu'est-ce qui a influencé la décision des gens? Est-ce qu'ils partagent ça avec vous? Oui, absolument. La décision vient du fait que, bon, on sait ce qui se passe dans les villes, on sait ce qui est arrivé à Montréal. Il y a eu beaucoup de dommages par rapport à ça, et les gens ont pris conscience que, surtout avec le télétravail, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient vivre à l'extérieur des villes, ou peut-être même mieux que dans les villes parce qu'ils ont moins de déplacements à faire. Et évidemment, la région de Charlevoix qui a toujours eu un attrait important par rapport à sa qualité de vie puis la qualité des infrastructures qu'on a ici. Juste pour vous mentionner, l'hôpital en 2017 a été un attrait incroyable. Il y avait déjà eu un boom juste à cause des professionnels qui venaient travailler à Exactement. l'hôpital. On a eu
Je pense que si vous parlez aux gens de l'hôpital, ils vont vous dire qu'effectivement, il y a eu plein de nouveaux médecins, des infirmières qui sont arrivés dans la région. Donc, on avait déjà cet attrait-là au niveau de la qualité de vie, des infrastructures, que ce soit les parcs nationaux, le massif, les loisirs. Les loisirs. Donc, ça a amplifié, la pandémie a amplifié peut-être le fait que les gens se sont décidés à ce moment-là. Ils étaient déjà dans le processus. Il y avait déjà une tendance que les gens venaient dans la région. Il y avait un attrait. Il y avait effectivement un attrait important. Et là, ça a comme déclenché chez plusieurs le fait de dire, OK, bien là, on y va. Maintenant, est-ce que cette forte demande pousse les prix à la hausse? Pas pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un nombre très élevé de transactions. Très élevé de transactions, oui. Un nombre beaucoup plus élevé qu'on était habitué dans le passé. On est habitué d'avoir beaucoup de transactions. Depuis plusieurs années, la région a un attrait. La région est populaire. Mais là, on a un nombre de transactions plus élevé. Là, ce qui se passe, c'est qu'on s'approche du moment où on va manquer d'inventaire et c'est là que, je n'ai pas de boule de cristal, mais je prétend que les prix vont effectivement augmenter. Parce que là, on s'approche du manque d'inventaire. Oui, on s'approche. Dans la maison construite, dans les terrains, est-ce que c'est pareil? Dans les deux. Dans les deux. Dans les deux. Les maisons construites, on était déjà, pas en pénurie, mais on était déjà presque à l'équilibre. Donc là, on s'approche vraiment d'un marché de vendeurs. Et donc, quand on est dans un marché de vendeurs, les prix sont à la hausse. Les prix sont poussés à la hausse. Dans les terrains, c'est un peu la même chose parce que les gens recherchent toujours le terrain. Donc, dans les terrains avec vue, proximité de Baie-Saint-Paul, on commence à réduire l'inventaire. Donc, encore là, il va y avoir certainement une poussée vers la hausse. Est-ce qu'il y a une différence marquée dans les prix entre un terrain avec vue et un terrain au milieu d'un boisé, par exemple? Est-ce que vraiment la vue dans Charlevoix a une valeur quand vient le temps de s'acheter un terrain ou une maison? La vue a une valeur. La vue a une valeur. Souvent, on entend il y a une taxe sur la vue. Ce n'est pas une taxe sur la vue. C'est que la valeur du terrain est tellement élevée par rapport à un autre que les gens se disent, bon, mais là, je paye beaucoup trop. Mais ça représente quoi comme augmentation? 10 25 c'est 50 par rapport à... plus cher. Un terrain pas de vue versus un terrain avec vue, il est quoi? Il est plus 50 plus 25 de sa valeur? Il est 4 à 6 fois la 4 valeur. à 6 fois plus cher oui. un terrain avec vue qu'un terrain pas de vue? Oui, le même terrain de même superficie, oui. À 500 mètres un de l'autre. Un qui n'a pas de vue peut valoir 30 000, puis celui avec vue peut valoir 150 000. Mais ils sont à 300 mètres un de l'autre. C'est aussi drastique que ça. Donc, les gens viennent vous voir, les gens cherchent des vues. Oui. Donc, est-ce que c'est vrai également qu'on a entendu que même également au niveau des demandes de prêts hypothécaires, il y a des retards tellement il y a de la demande. Absolument. Les clients doivent attendre beaucoup plus longtemps pour avoir leur autorisation de prêt hypothécaire versus ce que c'était il y a encore 5 ou 6 mois. Là. Même chose chez tous les professionnels qui sont concernés par l'immobilier, que ce soit les notaires, les arpenteurs, les gens qui travaillent dans les banques. Les inspecteurs. Les inspecteurs en bâtiment, ils sont tous débordés. Et ça, faut faire attention, c'est pas particulier à Charlevoix, là, c'est vraiment dans plusieurs régions du Québec. Avez-vous l'impression qu'on est en train de commencer à vivre une espèce de revanche des régions? Les gens vont quitter les villes pour venir s'installer en région pour avoir de meilleures qualités de vie. Est-ce que c'est une tendance qu'on pourrait commencer à observer? Oui, si les employeurs maintiennent le cap sur le télétravail, j'ai l'impression que ça va être comme ça pendant plusieurs années parce que là, premièrement, on ne voit pas la fin. Donc, est-ce que ça va être 2021, 2022? On ne le sait pas. Donc, il y a encore des gens qui sont en réflexion et qui vont probablement prendre la décision de bouger, ce qui n'est pas mauvais pour notre région parce que je pense que la démographie de Baie-Saint-Paul, en tout cas de l'ouest, parce que je suis plus, de l'ouest du comté parce que je suis plus concerné, d'après moi, la démographie devrait augmenter. Bien, Jean Dubuc, merci d'avoir fait le point avec nous fait plaisir. aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de transactions merci. Dans les prochaines semaines à venir. C'est gentil. Et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci. Merci. Au revoir. La pratique de sport au Québec est de plus en plus permise par la santé publique, mais on s'est posé la question, comment on fait pour pratiquer du judo en cette période de distanciation physique? Alors, on est allé rencontrer dans son dojo Diane Amiotte du club Sakura de Baie-Saint-Paul et Maxime Jaudoin nous a préparé un reportage là-dessus. La santé publique a donné son accord, en fait, le hockey pour reprendre les sports de combat rapprochés, je vais le dire comme ça,
Donc, vous, comment ont été les procédures là, pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité, les élèves, y compris vous-même? Là? Comment on a aménagé ça? Bien, là, je vais vous dire on a suivi plusieurs cours avec Judo Québec, Judo Canada pour nous donner les exactitudes pour l'unité sanitaire. Alors, on a séparé le groupe parce que les 11 ans et moins, c'est 16 mètres carrés. Alors, c'est des bulles de 4. Et 12 ans et plus, c'est 20 mètres carrés. Ça veut dire pour des bulles de 4 aussi. Pourquoi on fonctionne par bulle? C'est que si une des bulles, il y a quelqu'un qui attrape le corona, bien, cette bulle-là va être retirée, mais on va pouvoir continuer les autres. Mais on va avoir beaucoup, beaucoup de sécurité à faire. Vous voyez ici, c'est le rouge. Alors, il y a 4 enfants qui vont être du côté rouge, mais ils n'auront pas le droit d'empiéter sur le jaune. OK. Alors, le côté jaune, bien, il va y avoir 4 enfants de ce côté-là. Puis, on va mettre ceux qui sont plus costauds, vu qu'ils ont un peu plus que du 16 mètres. Tandis que les adultes, bien, ça va être... par terre, ici, on voit les bandes oranges. Ça va être délimité par les bandes oranges. Et aussi, on voit que l'espace, c'est très vaste. Donc, le 2 mètres là, se fait très, très bien. Ah oui, ici, on peut rassurer les gens. Là. Très, très rassuré. Puis, on va avoir un corridor de sortie. Fait qu'il n'y a pas personne qui va croiser les autres membres. Puis, les enfants vont arriver habillés en judogi. Ils vont avoir un sac. Puis, derrière, on va placer... Chaque enfant va avoir son coin de sac. Et quand ça va partir, nous, on désinfecte au complet. On se garde une demi-heure entre les deux cours pour faire une désinfectation, c'est ça? Oui. Désinfecter exactement. tout ce que les enfants touchent. Il n'y aura pas de chaise, fait que les enfants vont arriver. Il va y avoir Horatio qui va être en haut pour voir une feuille à compléter à toutes les fois qu'ils vont venir. As-tu de la toux? As-tu de la fièvre? As-tu mal à la gorge? Oui. Et puis, nous, on va voir à ce que le judogi soit propre à tous les cours. Alors, quand les enfants vont partir, on va mettre un gros X sur le judogi, le haut et le bas. Puis s'ils reviennent avec le judogi, avec le X dessus, ils retournent chez eux, on ne le prend pas. Alors, on va y aller très sévèrement, mais oui. de façon sécuritaire. Exactement. Chaque bulle, oui. par exemple, chaque bulle vont rester ensemble. Et s'il y a un combat, alors au lieu d'avoir des cours de 1 heure, on a des cours de 45 minutes. OK. Parce qu'avec le masque, ils ont jugé que 45 minutes, c'était assez. S'ils font un effort physique dans leur bulle, ils vont pouvoir enlever le masque parce qu'ils sont ensemble. Oui. Et ensuite, après, ils remettent le masque. Mais ils restent toujours les 4 ensemble. Après 6 semaines, on peut refaire un changement. Ou bien on garde toujours les mêmes bulles jusqu'à la fin de la saison. OK. Et là, on attend combien d'inscriptions pour la reprise de ce sport-là, justement? Habituellement, ici, j'ai 80 jeunes. Cependant, il y a de la nouveauté parce que les enfants de 5 ans, ça va être difficile de rester 2 mètres par 2 mètres ou les 4 ensemble. Oui. Ça va être des cours de 5-6 ans, c'est par enfant. Et 7-8 ans, c'est par enfant. Parce que moi, je ne peux pas aller attacher les ceintures. Fait qu'après l'école, je ne peux pas aller chercher les enfants, ce que je faisais avant. Mm-hmm. Maintenant, il faut que les enfants arrivent habillés. Fait qu'ils n'iront pas tout le monde en judogi à l'école. Là. Oui. Fait qu'ils vont arriver chez eux, puis ils vont se préparer, et puis ça va être le cours par enfant le dimanche matin. C'est tout nouveau. On va voir comment ça va fonctionner. Et voilà, c'est la nouveauté. On vous annonce une primeur. Là. Oui, exactement. Bien, il faut le rappeler, par contre, que aussi, le but aussi, c'est de s'amuser en respectant les règles. Voilà, notre but à nous, c'est pas de faire des champions olympiques cette année. Là. Oui. Non, ça va aller. On va aller par enfant avec les 5-6 ans, 7-8 ans par enfant. Alors, le parent va pouvoir attacher la ceinture. Ça va être 2 parents, 2 enfants ensemble. Mm-hmm. À moins qu'il y ait un parent avec 3 enfants, bien, il va avoir sa bulle à lui. Et puis, notre but, c'est comme on fait toujours, nous, ici, c'est que les enfants s'amusent. Puis comme j'ai des adultes aussi, c'est que les adultes s'amusent aussi. Oui. Alors, au lieu de faire des grands jeux, on va faire des petits jeux à 4. On va sortir notre créativité, puis on va amener ça de façon à ce qu'on ait beaucoup de plaisir ensemble. C'est maintenant le moment de parler de sport en compagnie de Maxime Jodoin. On va parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues.
Maxime Jodoin, bonjour. Monsieur Ouellet, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir de vous accueillir aussi. Tout d'abord, parlons de la 64e édition du tournoi de golf Murray Bay qui s'est déroulé la semaine dernière. Oui, alors les honneurs ont été remportés encore une fois. Je dis une petite nouveauté, Nicolas Fortin, du côté des hommes, qui est reparti avec le grand vainqueur du tournoi. Okay. 2 cartes de 66 et de 68. Donc, pour les golfeurs, sachez que c'est quand même très, très bon de jouer à ce niveau-là. Le par sur le parcours Murray Bay est à combien? Je n'ai pas de chiffre en tête là-dessus. Malheureusement, je ne connais pas assez de terrain pour ça, mais avec ces cartes-là, probablement, là, on commence à être quand même popé. Dans le 60, là, ça commence à jaser. OK, donc des gros joueurs. Des gros joueurs. Et chez les dames, là, par contre, chez les dames, c'est une continuité. Marlène Desbiens qui a encore une fois remporté de son côté à elle. Et on précise que pour cette année, on avait 113 joueurs d'inscrits malgré les conditions sanitaires. Donc, quand même, quand on dépasse le 100, je pense qu'on est content pour l'organisation. Ça fait des beaux tournois de golf. Oui, beaucoup de plaisir en effet. Maintenant, gros événement de course dans Charlevoix. On parle de l'Ultra Trail Arikana. Oui, ça, c'est en fin de semaine. Ça se passe au Mont-Grand-Fond, donc à peu près à 15 minutes de la Malbaie, pour ceux qui connaissent où est le Mont-Grand-Fond. Donc, évidemment, 3 départs. Ça commence samedi. En fait, le premier est à 2 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, pour le 122 km. Oh, pardon, il y a des gens qui vont courir... Oui, qui vont courir une somme de kilomètres? 122 km. 122 km oui, dans le alors bois. on passe ça dans la nuit, imaginez-vous donc. Non-stop? Non-stop. C'est... Dans mon cas, ça prendrait peut-être de l'alclogestine si je voudrais faire cette course-là. Mais oui, alors... Mais il y en a qui sont solides. Oui, il y en a qui sont solides. 122 km d'un coup. D'un coup sec. À cette heure-là, moi, je vais dormir sans me tromper. Mais donc, un premier départ, l'autre départ... Des athlètes, hein? Des gros athlètes. Après ça, c'est quand même 62 km à 7 heures et un troisième à 8 heures le matin, 78 km. Donc, on a pour tous les goûts, mais pour ceux qui vont faire le 122 km, là, attachez vos tucs avec des broches. On attend combien de coureurs aguerris à cette course? Exact. On dit à peu près, dans la moyenne, entre 100 et 200. Il y a pas course? Par course. On a toujours de la misère un peu à chiffrer, là, mais on dit entre 100 et 200. Donc, 3 courses. Il y aura 600-700 coureurs ce week-end au Mont-Grand-Fond. Grosso modo, là, en respectant bien sûr les consignes, c'est parce qu'il y a toujours un total, là, mais par course, là, ça devrait mijoter autour de ça. Si c'est plus, peut-être c'est plus. Si c'est moins, peut-être moins, mais c'est le potentiel. Et c'est une clientèle d'élite parce que la plus petite course, quelle distance pour la plus petite course? 62 km. Ça, c'est le plus petit qu'on va faire au Ultra Trail Arikana. Oui, en fin de semaine, c'est le plus petit. Mais pour une plus petite course, c'est quand même pas pire. Alors, hein? Il y a des athlètes, des mordus de course. Oui, et pour certains, couchez-vous de bonne heure alors que vous partez. C'est ça le message que je vais lancer. Reposez-vous avant votre 122 km. C'est toute une run. Alors oui, c'est du sport d'élite. Parlant de sport d'élite, le football de la Ligue nationale est maintenant commencé. Oui. Il semblerait que ça tient à part ça. Oui, en fait, c'est reparti depuis hier pour la saison et on avait un affrontement entre les Chiefs et les Texans. Une reprise du dernier Super Bowl. Exactement, que les Chiefs ont remporté 34-20, évidemment. Oui. Et moi, j'étais content parce que, selon les faits saillants que j'ai pu voir, on avait des spectateurs dans les radins. Oui. Que j'ai constaté, évidemment, c'était pas tout le stade qui était rempli à capacité, mais quand même, on avait des gens éparpillés. Donc ça, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, voir un peu qu'on commençait là, à en réembarquer petit à petit peu, en respectant les mesures, mais quand même, je pense que pour les joueurs, d'avoir un peu de monde dans le stade, je pense que c'est... On le prend bien. On le prend bien. Comme on le mentionne, on dit que c'est une des ligues professionnelles, la plus professionnelle des ligues, comme telle. Absolument. On faisait mention que, d'abord, ils ne sont pas dans une bulle. Non. Il y a quantité d'équipes. On a des tests qui se font presque à chaque jour auprès des joueurs. Il n'y a pas de cas qui ont été ramenés dans l'ensemble des joueurs de la Ligue nationale de football. Oui. C'est quand même une belle réussite, ça. Présentement, il y en a. Donc, si on n'a pas de bulle, ça veut dire qu'on a des mesures extrêmement bien appliquées. On les respecte. Qui sont suivies. On n'a pas le choix. Mais oui, honnêtement, là, je peux vous dire que si ça continue comme ça, je pense que l'année du football, pour la NFL du moins, s'annonce bien prometteur. Ça, c'est sûr et certain. Il y a aussi une nouveauté. La Ligue a clairement pris position contre le racisme et les joueurs s'expriment beaucoup là-dessus. Oui, ça, c'est une mention importante à souligner, Martin, justement. Et là, on a apporté un spécial. C'est que uniquement pour la première semaine d'activité, donc jusqu'à dimanche, sans me tromper, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque match, avant chaque début de match, on va faire jouer la chanson qui s'appelle « Lift Every Voice and Sing » de M. James Weldon Johnson. Donc, on va faire jouer la chanson et ça, c'est un peu symbolique pour dire qu'on appuie à 100% la lutte contre le racisme. Qu'est-ce qui arrive dans le cas des hymnes nationaux?
Il y a été beaucoup question que certaines équipes vont mettre le genou par terre, certains joueurs vont mettre le genou par terre. Oui. Et puis je le dis parce que je l'ai vu hier, les Titans ne se sont même pas présentés sur le terrain avant l'hymne national. Exactement. Bien ça, encore une fois, je pense que c'est une façon un peu, je ne veux pas dire un boycottage, on n'est pas rendu là, mais je pense que c'est une façon aussi pour les joueurs de manifester leur façon de lutter contre. On a vu dans le basketball, les joueurs qui ont livré un discours devant les caméras. Oui. Donc là, je pense que le football, un peu, c'est leur façon à eux vraiment de montrer leur appui, que vraiment, on est derrière le racisme, on lutte contre ça, et eux, c'est leur façon de dire, on vous soutient, peu importe ce qui arrive, on va vous le démontrer. C'est comme ça qu'on fait ça. On change de sport. Oui. L'équipe de basketball de Toronto, les Raptors. Oui. Ça s'accroche. Ça s'accroche. Au moment où peut-être certains le verront cette semaine, on connaîtra le gagnant. Oui. Mais il y a un 7e match de la série parce qu'ils se sont accrochés sérieusement. Oui, en fait, le 7e match, et ce soir, c'est à 21h entre les Celtics et les Raptors. Et oui, on s'est accrochés parce que moi, je regardais un petit peu le tableau et dans ma tête, je me suis dit, si Toronto ont un mur à frapper, ça serait contre les Celtics. Là, on a tiré de l'arrière, on est rebondi en 7e match. Donc là, présentement, là, sans trop m'avancer, mais si Toronto remporte le match de ce soir, moi, je leur donne vraiment un gros laissez-passer pour se rendre jusqu'au bout. En tout cas, ils ont été sur la corde raide parce qu'il a fallu se rendre au 6e match, à la 2e période de prolongation, avant de faire un gagnant. Absolument. Écoute, Kyle Lowry qui a fait un lancer là, à 12 secondes à peu près de la fin du match. Donc, non, mais cette année, là, Toronto, vraiment, ont une chimie. Ils n'ont pas beaucoup de blessés. Ça, c'est un avantage de plus. Mais cette équipe-là, en plus, c'est avec un entraîneur, Nick Nurse, là, vraiment, qui sont gérés. On pensait qu'avec le départ de Kawhi Leonard à Los Angeles, ça allait vraiment, entre guillemets, tuer l'équipe. Mais là, on se rend compte que, finalement, une équipe de sport, ce n'est pas l'équipe d'un seul joueur, c'est une équipe de plusieurs joueurs. Et une équipe de sport peut parfois frôler l'abîme et le gouffre comme ils l'ont fait dans le 6e match. Absolument. Il était à un cheveu de se faire éliminer. On était à un cheveu, mais écoute, on s'est accroché à une lueur d'espoir, puis c'est là qu'on dit ne jamais arrêter tant que le chrono ne s'est pas arrêté, et on a encore vu le bel exemple cette semaine. Oui, bien malheureusement, c'est pas ça qu'ont fait nos Canadiens qui sont maintenant éliminés. Non. Mais on pourrait pas faire la revue des sports ensemble, Maxime Jodoin, sans faire une petite pause, parler des Canadiens. Oui. Lorsqu'on se demande la grosse rumeur des joueurs, des joueurs journalistes, comme on les appelle. Absolument. Et les chroniqueurs multiples qui parlent de sport. Il y a beaucoup de noms qui circulent sur le marché des échanges. Il y en a des joueurs. Canadien serait-il vendeur? Oui, il y en a des joueurs. Là, on parlait de Drouin, on parlait de Max Domi dans les derniers temps. Mais là, c'est Philippe Danault qui est ressorti dans les rumeurs. Philippe Danault, qui, lui, on sait, a été longtemps à Montréal le premier centre. Là, par contre, dans les séries, on a vu que l'an prochain, Suzuki va être le centre numéro 1. Kotkaniemi, possiblement le centre numéro 2. Donc là, Danault, on dit centre numéro 3. Mais Danault, par contre, l'an prochain, lui, va demander un salaire avoisinant les 5 à 6 millions de dollars. Okay. Un contrat qui va peut-être aller chercher les 6 ou 7 ans. Donc là, est-ce que Montréal vraiment est prêt à lui accorder un contrat comme ça pour un 3e centre, ce qui est beaucoup? Et est-ce que Danault, lui, va vouloir vraiment dire oui, 3e centre? Je ne suis pas sûr, moi, qu'il va accepter de se relayer aussi bas dans l'alignement. Donc là, j'ai hâte de voir, est-ce que Danault, lui, est-ce qu'on va dire, là, on est en train de tester sa valeur marchande sur le marché des joueurs, savoir qu'est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on ne l'échangera pas pour rien, c'est officiel. On va tenter de voir ce qu'on peut... Au moins 2 douzaines de bâtons de hockey. Oui, bien, j'espère peut-être pas ça, mais plus que ça un peu. Mais là, c'est ça va être de voir, là, est-ce que Danault pourrait quitter le club avant Max Domi? Là, c'est tout là que le cercle est rendu. Là. Bien, écoutez, Maxime Jodoin, on compte sur vous pour nous tenir au courant de toutes ces rumeurs qui entourent à l'année. Avec grand plaisir. Le Canadien, puis merci pour cette revue sportive. Merci, Martin. Merci. Alors, c'est tout pour notre émission cette semaine. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine.